Sois le bienvenu. On se retrouve aujourd'hui pour modéliser une petite expérience. Alors aujourd'hui, je vais te parler de théorème spectral, de racine de l'unité, de matrice de permutation cyclique, alors je vais vraiment prendre mon temps pour planter un peu le décor. On va considérer un nombre impair d'élèves de classe préparatoire qui sont situés dans une pièce circulaire. Donc on va placer ces élèves, par exemple ici je fais le dessin pour n égale 5, selon les points qui correspondent aux racines cinquièmes de l'unité. Et on va supposer que en t égale 0, c'est-à-dire auprès de l'élève qui se situe en le point A0, il y a un colleur. Ce colleur, comme tu pourras le voir d'après le dessin que j'ai fait, il est là pour faire entendre le son de sa voix. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, si en un instant donné, il y a un point AK, alors à l'instant d'après, il va se trouver soit en AK-1, soit en AK plus 1. Et cela de manière équiprobable. Alors ici, il faut entendre que j'ai pris K-1 et K plus 1 modulo n, puisqu'ici on comprend bien qu'il s'agit de quelque chose de cyclique. Donc on peut imaginer tout simplement qu'un élève fait une bêtise à un endroit donné, mais que l'instant d'après, le colleur voit soit à droite soit à gauche un prétexte pour hausser le ton encore plus, et il ne s'arrête jamais. C'est-à-dire qu'il ne cesse de courir d'élève en élève, d'énormité en énormité, et que le nombre de veines que tu peux voir sur son cou ne cesse d'augmenter. Et ce qu'on se demande, très naturellement, c'est ce qu'il se passe lorsqu'on laisse s'écouler beaucoup de temps. Quelle est la probabilité quand t devient grand, selon ce modèle-là, d'avoir le colleur sur le dos? Alors cette expérience, je peux la représenter grâce à soit un arbre de probabilité infini, mais aussi, je vais choisir plutôt de dessiner ce graphe-là, qui est un graphe probabiliste qui est plus dans l'esprit des chaînes de Markov et des marches aléatoires. Donc là, on est vraiment dans un procédé de ce type-là, c'est-à-dire que l'emplacement du colleur à un instant donné dépend uniquement de l'emplacement où il était à l'instant précédent. Donc cette phrase-là, en français, me suggère de faire une disjonction de cas par rapport aux emplacements possibles du colleur à un instant donné. Donc je vais choisir un entier naturel m, et je vais dire que l'ensemble des xm égale k est un système complet d'événements. Et que du coup, d'après la formule des probabilités totales, eh bien je peux écrire cette égalité-là, pour tout j compris entre 0 et n-1. Maintenant, de cette somme, qui comporte m termes, en fait, d'après l'énoncé, il ne reste que 2 termes qui sont non nuls. Parce que pour que le colleur soit en j à l'instant n plus 1, à l'instant précédent, il était soit en j plus 1 modulo n, soit en j-1 modulo n. Et donc si j'écris matriciellement ces n égalités que j'ai obtenues, pour tout j compris entre 0 et n-1, eh bien j'obtiens cette égalité matricielle. Alors en fait ça me donne une relation qui ressemble à celle que j'avais obtenue dans la potion numéro 8 sur cette affaire d'interrupteur, puisque au final j'ai une relation du type um plus 1 est égal à a fois um. Et donc par récurrence immédiate, je peux obtenir que um ça fait a puissance m fois u0. Et cette matrice A, avec le vocabulaire des chaînes de Markov, on va l'appeler matrice de transition. Alors qu'est-ce qui m'intéresse maintenant? Eh bien um m'intéresse beaucoup parce que le vecteur um, c'est le vecteur qui contient toutes les données dont j'ai besoin pour déterminer la loi de xm. Donc ce qui va m'intéresser pour la suite de l'exercice, c'est d'arriver à calculer les puissances successives de cette matrice A. Alors maintenant, il y a probablement beaucoup de manières de faire, on peut commencer à calculer des polynômes caractéristiques, des déterminants, on peut faire plein de choses. Moi, je vais te proposer une autre approche qui est plus en lien avec le graphe probabiliste que j'ai dessiné. Ce que je vais dire, c'est que A, c'est la demi-somme de ces deux matrices, ici. Et en fait, j'ai mis une matrice en bleu et une matrice en rouge, parce que l'inspiration, elle vient vraiment des cycles que j'ai dessinés sur mon graphe probabiliste. C'est-à-dire qu'il y a un cycle qui tourne dans le sens trigonométrique, et un autre cycle qui tourne dans le sens horaire. Et avec ce mot, cyclique, en fait, je m'aperçois que les deux matrices ici qui ont servi à décomposer la matrice A, eh bien, ce sont des matrices de permutation cyclique. Parce que tu peux voir que le premier vecteur est envoyé sur le deuxième, que le deuxième est envoyé sur le troisième, et au final, que le dernier est envoyé sur le premier. Et donc si je note C, la première matrice en bleu, la matrice de permutation cyclique, le cycle qui décale tout le monde vers la droite, et bien dans ce cas-là, la rouge correspond au cycle qui décale tout le monde vers la gauche, et donc finalement cette matrice A, elle vaut la moitié de la somme de C et de son inverse. Alors maintenant je peux regarder à nouveau mon but c'est de calculer A puissance M. Alors ici j'ai deux idées principales, la première c'est d'utiliser le binôme de Newton, puisque C et son inverse commutent, et puis la deuxième c'est de procéder par diagonalisation. Et ici, c'est la diagonalisation que je vais choisir. Puisque le binôme de Newton, en fait, on peut se douter que ça va pas forcément être très évident de calculer les puissances successives de la matrice C, parce que les 1 vont se balader un peu dans toute la matrice. Honnêtement, j'ai pas essayé, mais si jamais t'as réussi à le faire avec le binôme de Newton, eh bien je t'en prie, dis-le moi, j'aimerais beaucoup savoir ça.
Alors du coup, vu que je veux diagonaliser la matrice A, je vais me dire qu'il va être agréable de m'intéresser au spectre de la matrice C. Alors je vais recopier les informations essentielles, qui est que A, je l'ai exprimé comme la demi-somme d'une matrice de permutation cyclique et de son inverse, et je vais recopier aussi une partie de l'énoncé original. Ce que je peux faire, pour étudier le spectre de la matrice C, c'est de remarquer que comme c'est une matrice de permutation cyclique qui décale tout le monde de 1 vers la droite, eh bien j'ai C puissance n qui vaut la matrice identité. Et donc que xn-1 c'est un polynôme annulateur de C. Et que du coup, le spectre de C est inclus dans les racines de ce polynôme, qui sont les racines de l'unité. Ce que j'ai détaillé dans Épopée mathématique numéro 8. Et du coup, ce que je me demande, c'est est-ce que j'ai l'inclusion réciproque? Alors je vais procéder ici de manière très simple en essayant de résoudre un système, c'est-à-dire que pour tout cas, je vais noter xk la kème racine de l'unité, et je vais prendre un vecteur colonne à coefficient complexe, et je vais résoudre l'équation cx est égal à xk fois x. Et donc si j'écris ça, ça va me donner ce système-là. En fait, c'est très simple, on n'a même pas besoin d'avoir la matrice C, l'écriture de la matrice C, il suffit de se souvenir que la colonne ici de gauche, à gauche des égalités, ce sont les images des vecteurs de base, qui sont tous décalés vers la droite, comme le montre encore le graphe probabiliste. Donc c'est ça le système que je voudrais résoudre. Alors en fait, ce que je vais faire, c'est que je peux tout exprimer en fonction de x1, parce que x2 c'est xk fois x1, x3 c'est xk fois x2, mais du coup c'est xk carré fois x1, etc., jusqu'à xn est égal à xk puissance n-1 fois x1. Et en fait, il me reste une équation. Il me reste, à gauche, x1 est égal à xk fois xn. Mais celle-là, en fait, elle est vérifiée, puisque xk, c'est une racine de l'unité. Autrement dit, x1, je peux le choisir comme je veux. Et donc, ce que ça me montre, c'est que x, il appartient à la droite vectorielle engendrée par ce vecteur colonne, 1, xk jusqu'à xk puissance n-1. Et maintenant, comme j'ai trouvé un vecteur propre pour chaque valeur propre potentielle, eh bien je peux conclure qu'on a ici une égalité entre le spectre de la matrice C et entre les racines nième de l'unité. Et donc, comme j'ai une matrice de taille n qui admet n valeurs propres, eh bien c'est une matrice qui est diagonalisable, et donc je vais pouvoir l'écrire PDP-1, où P est une matrice inversible, où D c'est une matrice diagonale de coefficient xi0 jusqu'à xin-1. Alors je vais récapituler ici un tout petit peu ce que je souhaite faire. Je souhaite savoir où va être le colleur. Et la loi de la variable aléatoire qui contient cet emplacement, elle est encodée dans le vecteur colonne UM. Donc je veux calculer les puissances successives de la matrice A. A, je l'écris comme la demi-somme de C et de son inverse, et ici, à l'issue de ce travail, je viens de démontrer que C était diagonalisable et que je connais parfaitement son spectre. Alors il est temps maintenant d'amorcer le chemin retour et de récupérer des informations sur la matrice A. Alors ce que je peux dire, c'est que A c'est la demi-somme de C et de son inverse, et du coup si je remplace C par PDP-1, ça me donne cette expression-là, sauf que je peux factoriser à gauche par P et à droite par P-1, pour dire finalement que A et la demi-somme de D et de son inverse sont deux matrices semblables. Sauf que la demi-somme de D et de son inverse, mais c'est une matrice diagonale, donc je connais parfaitement son spectre, et donc ceci ça me permet de calculer le spectre complexe de A, qui s'obtient très facilement comme ceci, en regardant la diagonale de la matrice 1/2 de D plus l'inverse de D. Sauf que maintenant je peux reconnaître ici, tout simplement les cosinus des deux capi sur n, pour K un entier compris entre 0 et n-1. Donc ce dont je m'aperçois ici, c'est que le spectre complexe de A est réel. Alors avant de me faire un peu de place, je vais effacer un tout petit peu les résultats que j'ai obtenus à droite et les remplacer par les seuls qui m'intéressent maintenant. La matrice C, je peux presque l'oublier, donc je vais effacer ces résultats-là, et je vais juste rappeler que UM c'est A puissance M fois U0, et que je viens de parvenir, à l'instant, à déterminer le spectre complexe de A, qui est constitué des cosinus de capi sur n. Maintenant, ce qui se passe, c'est que la matrice A elle est symétrique à coefficient réel. Et du coup, d'après le théorème spectral, je peux trouver une matrice orthogonale, Q, telle que A, ça soit Q delta transposé de Q, où delta est une matrice diagonale. Alors en fait, ici, je peux me demander, est-ce que j'ai le spectre réel de A? Et en fait, ce spectre, je l'ai, parce que comme la matrice est diagonalisable d'après le théorème spectral, eh bien si j'imagine qu'elle est semblable à une matrice diagonale, de coefficient lambda 1 jusqu'à lambda n, eh bien en particulier, cette diagonalisation dans R, c'est une diagonalisation dans C, et donc je sais que les coefficients diagonaux sont exactement ceux du spectre complexe de A. Autrement dit, ce que je viens de démontrer, c'est que ce spectre complexe de A, c'est tout simplement le spectre réel de A. Et donc je peux écrire que delta, c'est la matrice diagonale de coefficient 1, cosinus de pi sur n, jusqu'à cosinus 2n-2 pi sur n. Alors si tu connais un peu la théorie des chaînes de Markov,
tu sais probablement ce qu'il te reste à faire pour déterminer la loi stationnaire, puisqu'ici on voit qu'il y a 1 comme valeur propre et que toutes les autres valeurs propres sont de valeur absolue strictement plus petit que 1. Mais en général, comme cette théorie n'est pas forcément abordée dans les premières années d'études, je vais faire comme si je connaissais pas cette théorie-là, et je vais continuer à essayer de calculer les puissances successives de la matrice A. Donc ce que je vais dire, c'est que pour tout m dans n, je vais dire que A puissance m, c'est Q, delta puissance m, fois transposé de Q. Ce qu'un raisonnement par récurrence permet d'obtenir facilement. Alors maintenant, ce que je voudrais, c'est savoir ce qui se passe quand m devient grand. Donc j'aimerais calculer la limite quand m tend vers plus l'infini de A puissance m. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par calculer celle de delta puissance m. Et c'est ici qu'en fait, j'utilise l'hypothèse que n est impair. Parce que ce que ça me dit, c'est que dans les coefficients diagonaux de delta, il ne peut pas y avoir moins 1, ici. Autrement dit, il ne peut pas y avoir cosinus pi. Et donc, tous les cosinus qui sont à droite de 1 ont une valeur absolue qui est strictement plus petite que 1. Et donc ça me donne que la limite de delta puissance m, eh bien c'est tout simplement la matrice diagonale de coefficients 1, 0 et que des 0 derrière. Alors ici j'en place une juste un peu pour te dire que j'ai parlé de limite d'une suite de matrices, et que si je parle de limite, il faut quand même que je parle un peu de distance au minimum de topologie, et qu'ici tu peux prendre la topologie induite par n'importe quelle norme, puisqu'en fait sur un espace vectoriel normé de dimension finie, toutes les normes sont équivalentes. Donc finalement ce que je vais calculer, c'est la limite quand m tend vers plus l'infini de um. Autrement dit, ce que je cherche à savoir, c'est quelle est la probabilité que le coleur se trouve en un emplacement donné quand t tend vers l'infini. Alors je vais juste remplacer um par a puissance m fois u0, ensuite je peux remplacer a puissance m par q delta puissance m transposé de q, et maintenant je peux permuter q et la limite quand m tend vers plus l'infini. Et ça je le justifie par la continuité de l'application qui est une matrice carrée associe q fois cette matrice carrée. Autrement dit, la continuité de la multiplication à gauche par q. Encore une fois, ceci est valable pour n'importe quelle norme que tu auras voulu mettre sur l'espace des matrices carrées à coefficient réel. Et donc ce que ça me donne, puisque je viens de calculer la limite de delta puissance m, ça me donne q fois la matrice diagonale de coefficient 1 et que des 0, transposé de q fois u0. Alors c'est ici que tu te demandes peut-être comment je vais réussir à faire ce calcul sans avoir la matrice q. Et je t'avoue que je me le demande aussi. Mais en fait on peut récupérer le tir de manière très jolie. En fait, ce dont on pouvait s'apercevoir, c'est qu'on peut récupérer des vecteurs propres de la matrice A à partir de vecteurs propres de la matrice C de tout à l'heure. Et que, en particulier, le vecteur colonne dont toutes les composantes sont égales à 1, c'est un vecteur propre de C, mais c'est très facile de démontrer que c'est aussi un vecteur propre de A, associé à la valeur propre 1. Et donc, du coup, j'utilise le théorème spectral ici, mais c'est-à-dire qu'une matrice Q qui convient, je sais très bien comment on peut l'obtenir. Il me suffit de récupérer n vecteurs propres et de tous les normer. Et ça va me fournir une matrice qui est orthogonale, puisque les sous-espaces propres d'une matrice symétrique à coefficient réel sont tous orthogonaux 2 à 2. Et donc ce que ça me dit, c'est que j'aurais pu choisir Q avec 1 sur racine de n, fois le vecteur colonne avec que des 1, comme première colonne. Et pour le reste, il faudrait que je choisisse d'autres vecteurs propres. Mais ce qui est drôle maintenant, c'est qu'en fait j'ai pas besoin de connaître les autres vecteurs propres pour continuer mon calcul. Parce que si je commence à réaliser ce calcul par la gauche et que je multiplie Q par la matrice diagonale, eh bien ça me donne finalement la matrice où seule la première ligne de Q subsiste, et toutes les autres sont remplacées par 0. Transposé de Q, eh bien je vais connaître aussi sa première ligne, mais dont je connais pas les autres, je vais mettre un caller à la place, quand on sait pas quoi faire, on met ce genre de choses, et ensuite U0, c'est tout simplement le vecteur colonne 1, 0 jusqu'à 0, parce qu'on a supposé qu'en fait le caller, à l'instant initial, il était en A0. Et donc maintenant tu peux continuer à multiplier les deux matrices qui sont à gauche, puis enfin multiplier ça par le vecteur colonne qui est à droite, et ça va donner finalement le vecteur colonne dont toutes les composantes sont égales à 1 sur n. Et qu'est-ce que ça veut dire cette affaire, si je reviens en probabilité? Eh bien en fait ce que ça veut dire, c'est que la suite de variables aléatoires xm converge en loi vers une variable aléatoire y qui suit une loi uniforme sur 0, n-1. Autrement dit, si tu veux que je me montre un peu plus explicite, ça veut dire que tout le monde finit par entendre la douce voix du caller, et cela de manière uniforme si on le laisse s'exprimer assez longtemps. Enfin, une dernière question que tu peux te poser, c'est que se passe-t-il si n est pair? Je te mettrai des éléments de réponse dans la description. J'espère que cette émission t'a plu, je te souhaite une excellente journée, et je te dis à la prochaine.